Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour Loïc Penn. Alors, nous sommes en direct ensemble pour faire le point sur la situation une semaine après le déconfinement. Mais tout d'abord, une première question. Votre réaction aux promesses faites par le gouvernement? Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de promesses, hein. Là, ça commence avec Emmanuel Macron qui débarque à la pitié, qui se fait alpaguer de façon assez ferme par du personnel paramédical, 2 infirmières, je crois, qu'il essaye de couper quand même très régulièrement. Mais elles se sont pas laissées faire. C'était assez remarquable ce moment-là, et où elle rappelle toutes les difficultés qu'on est en train de rencontrer à l'hôpital. Il reconnaît que il s'est trompé. Alors bon, comme d'habitude, il y a toujours un petit côté très égotiste. C'est très cruel pour moi, dit-il. Non, c'est d'abord cruel pour nous, parce que faut quand même pas pousser, faut pas inverser les rôles. Donc il reconnaît que la politique de santé de ces dernières années n'était pas bonne, et qu'on va réinvestir. Alors quand elle dit c'est maintenant, il y a même le côté très manager, mais on est là. C'est terrible parce qu'on le retrouve dans les logiques de management des équipes hospitalières. Donc, visiblement, le président a pris des cours de management, c'est bien, mais c'est pas ça qu'on demande, évidemment. C'est pas du management, c'est pas des problèmes de ressenti personnel comme il peut le donner. Ce sont des décisions, des chiffres. Or, pour l'instant, hormis beaucoup d'annonces, il n'y a pas grand-chose. Alors, Macron a conclu par on va réinvestir massivement, enfin je sais plus trop quoi. Derrière, c'est Olivier Véran qui reprend la parole ce week-end dans le journal du dimanche, et là c'est beaucoup plus inquiétant. Parce que s'il parle d'une revalorisation salariale, c'est immédiatement pour dire mais on va assouplir les 35 heures. Assouplir les 35 heures, on sait ce que ça veut dire, c'est travailler plus. On voit revenir là la vieille logique qui a été d'ailleurs redonnée là ces derniers jours par l'Institut Montaigne, par toutes les officines néolibérales. On voit revenir le travailler plus pour gagner plus. Il va falloir se remettre au boulot. Comme si on ne l'avait pas été d'ailleurs, mais on est en train d'être sur une logique de faire payer la crise aux salariés, alors que ce dont on a besoin à l'hôpital, c'est de l'investissement, oui, parce que notre matériel est obsolète, c'est une augmentation des salaires, parce que c'est de l'attractivité qu'on doit relancer. Si les gens partent de l'hôpital public, c'est que les conditions de travail sont difficiles et qu'en plus, c'est très très mal payé. Enfin, pour les catégories en plus les plus faiblement payées, c'est vraiment minable. Donc on a besoin de salaire, on a besoin d'une revalorisation. Ce qui était demandé, c'était 300 euros par mois dans tout le mouvement qu'a eu l'an dernier. Et puis on a besoin de collègues. On n'a pas besoin de faire travailler plus des gens qui sont déjà épuisés, parce que là, l'attractivité de l'hôpital public, elle ne peut pas être augmentée, hein. C'est des gens qui vont encore partir. Là, on a besoin d'un plan d'embauche massif, et ça a été chiffré à 100 000 emplois dans les hôpitaux et à 200 000 dans les EHPAD. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse à ça. D'accord. Alors, on voit des formes de résistance grandir, des concerts de casseroles dans les rues. Jeudi dernier, 300 usagers et blouses blanches qui défilent ensemble devant l'hôpital Robert Debré à Paris. Est-ce qu'on peut parler d'un redémarrage des luttes en faveur de l'hôpital public ? Déjà, il y a un truc, c'est que les luttes, elles n'ont jamais vraiment arrêté. Évidemment, on ne s'est pas exprimé pendant la période du Covid. Évidemment, on avait d'autres fers au feu. Pour autant, les grèves ne se sont pas arrêtées pendant la période du Covid. Alors, les grèves hospitalières, on sait ce que ça veut dire, hein. Ça ne change pas l'accueil des patients. On continue à travailler de la même façon. On le manifeste par une déclaration de grève et par des banderoles ou de l'affichage qui se fait dans nos services autour de nos hôpitaux. Donc, ça ne s'est pas arrêté. Ça, beaucoup de services sont restés mobilisés. Le mien est resté mobilisé. Les banderoles en grève n'ont pas disparu. Simplement là, on sent bien que alors qu'il y aurait une politique de santé à changer complètement, le gouvernement biaise. Voilà, on est vraiment là-dessus. On est sur pas d'annonce. On est sur des logiques qui reviennent du travailler plus pour gagner plus, et puis on est aussi sur le maintien des plans de retour à l'équilibre partout en France. Pour l'instant, les plans régionaux de santé sont toujours actifs avec la réduction de lits d'effectifs qui va avec, et partout en France c'est comme ça. Donc si on ne réagit pas, on va encore voir les mêmes choses. Après une petite parenthèse où on nous caressera dans le sens du poil, on est reparti, parce que pour l'instant rien ne change. Et donc il y a besoin, quand on voit les premières déclarations du ministre Véran,
il y a besoin de remettre en place un rapport de force très visible. Donc Debré l'a fait magnifiquement. Enfin, moi j'ai vu l'interview de cette cardiopédiatre là qui était remarquable. Alors je sais pas si tout le monde a pu voir ça, mais qui remettait vraiment les problématiques là où elles doivent être. On a eu aussi, c'est pas qu'en France, hein, moi j'ai aussi regardé la mobilisation des Belges qui ont tourné le dos à l'arrivée de leur premier ministre. Elles lui ont fait une haie d'honneur, dos tourné à l'arrivée du premier ministre belge sur leur hôpital. Voilà, partout on sent que ça repart. À Toulouse, il y a eu aussi les gens se rendent bien compte dans l'hôpital qu'il va falloir maintenir la pression, augmenter le rapport de force pour enfin tout remettre sur la table. Alors, une question de Patrick qui dit « Moi, j'ai une question. Que se passera-t-il si vous obtenez ce que vous demandez ? Quelle sera votre position concernant les luttes du peuple ou des Gilets jaunes ?» Bon, ça pose clairement un élargissement, disons, du champ de contestation et du champ des luttes. Est-ce que, moi je le traduis comme ça, c'est-à-dire est-ce que la question, si jamais on gagnait sur l'hôpital public, est-ce que tout serait réglé dans cette société ? Bon, voilà, un avis là-dessus ? Juste avant de répondre, un petit rajout quand même sur le personnel, parce qu'on va nous chanter là qu'il n'y a pas assez de personnel disponible. Il y a les examens là qui vont arriver, des écoles d'infirmières, il y a le concours de l'école de médecine, enfin de la fac de médecine. On peut tout de suite augmenter les seuils de gens reçus tout de suite pour former des professionnels. Ça, c'est un décret, il y a juste à le faire. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Après, pour répondre à la question, parce qu'elle est en effet fondamentale, cette question, l'hôpital public ne gagnera pas tout seul. On l'a bien vu d'ailleurs. L'hôpital public, c'est pas quelque chose de fermé qui sera isolé du monde extérieur. Quand il n'y a pas d'industrie pour fabriquer des masques ou des médicaments, quand on n'a pas d'énergie pour faire tourner l'hôpital, quand voilà, c'est un véritable écosystème, une société. L'hôpital public en fait partie. Donc évidemment que ces luttes, elles nous tiennent à cœur parce que ça fait des années qu'on est démolis, mais ça fait des années qu'on est démolis comme tous les services publics. Il y a pas que nous. Regardons le train, la SNCF, la réforme qui vise à les privatiser. Regardons l'énergie avec EDF, GDF qui a été explosé malgré les promesses à l'époque. C'était déjà Sarkozy qui disait qu'on privatiserait jamais GDF. Ça s'appelle Suez aujourd'hui. Enfin, ça change le nom toutes les 5 minutes, mais voilà, c'est privé. On a tout ça à remettre en place. Alors pas pour se retourner vers le passé, mais pour construire des services publics plus modernes, avec une gestion plus démocratique, avec une implication des usagers. Pour la santé, ça va avec, j'en avais déjà parlé, un véritable conseil sanitaire au niveau d'un canton, d'un territoire, associant les professionnels, les élus, les syndicalistes, les associations de patients. Voilà, on a tout ça à travailler et cette logique, on veut, à la CGT, la faire irradier dans tous les services publics et puis après, au-delà des services publics, on voit bien que ces logiques libérales folles nous mènent dans le mur et les Gilets jaunes ont eu la capacité à mettre ça sur le devant de la scène. Alors, c'était compliqué au début, hein, ça part sur une taxe sur l'essence, c'est-à-dire quelque chose qui touche directement le porte-monnaie et la vie des gens qui ont besoin de leur voiture, et puis après ça s'élargit et ça devient un mouvement passionnant, hein, parce que il a réussi ce mouvement à remettre des choses que nous on disait en étant un peu inaudibles depuis quelques années sur le devant de la scène, y compris la justice fiscale qui voilà, on n'en parlait plus avec l'abandon de l'impôt sur la fortune, avec la flat tax, là, le bouclier fiscal à 30%. Tout ça revient et revient fort avec y compris cette épidémie, parce qu'on voit bien que on est en train de demander aux salariés de payer l'addition, travailler plus. Alors, travailler plus comme s'il n'y avait pas des millions de chômeurs. Au contraire, on devrait réduire le temps de travail à 32 heures pour permettre d'augmenter le nombre d'emplois disponibles, mettre tout le monde au travail et ne pas fatiguer encore ceux qui sont déjà exploités depuis des années. Donc, enfin, il faut élargir. Sauf que pour faire ça, bah oui, il faut s'attaquer à la grande fortune. Il faut taxer les revenus financiers qu'ils cotisent d'ailleurs comme les salariés, ça rapporterait 20 milliards, mais s'attaquer à la fraude fiscale, s'attaquer aux exonérations non compensées des cotisations sociales. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire. Donc évidemment, l'hôpital va pas être en vase clos et évidemment la logique, elle est à faire converger
toutes ces batailles qui paraissent désunies, mais qui en fait ont un même adversaire. Ce libéralisme, ce capitalisme néolibéral terrible là, qui a fait la preuve de son inefficacité dans cette crise d'ailleurs, parce que on en reparle maintenant, mais c'est ce besoin d'État stratège, d'État social. Alors il en restait quelque chose, heureusement, parce que les luttes passées ont fait qu'on a encore des structures de chômage partiel, de sécurité sociale qui existent, mais ils essayent de détruire ça depuis des années. Et ils ont fait la preuve, leur logique a fait la preuve qu'elle n'était pas capable de gérer cette crise. C'était la responsabilité individuelle, mettez vos enfants à l'école si vous voulez, portez un masque si vous voulez, faites des tests si vous pouvez, pas de stratégie globale, alors que là, il y a besoin de planifier sur une crise de ce type. Et c'est ça qu'on va devoir retrouver, cette capacité à avoir un État stratège, un collectif démocratique qui s'implique dans la gestion de la société. Alors, on a une question de Pascal Joly qui demande, idéalement, quelle part du PIB faudrait-il consacrer à la santé en France ? Là, je vais pas répondre parce que c'est pas la logique, elle n'est pas quelle part du PIB. Ça sera sûrement progressivement croissant. Plus le temps passe, plus on est capable de soigner des gens, soigner des choses, soigner des maladies qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne traitait pas. Et la qualité d'une société, finalement, cette qualité qui consiste, comment on la juge une société, c'est aussi sa capacité à s'occuper des gens les plus en difficulté, des plus faibles. C'est pas juste à glorifier ceux qui ont tout réussi. C'est ça une société solidaire. Et naturellement et progressivement, on devra faire croître la part consacrée aux besoins humains, c'est-à-dire la santé, mais aussi l'alimentation, mais aussi donc c'est toute la problématique de calculer en PIB et pas calculer en bonheur. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore le faire, mais c'est cette démarche qu'il faut avoir. Donc c'est pas un truc complètement quantifiable parce que ça va être évolutif. Là, en tout cas, pour faire tourner, ce qu'on a quantifié de façon très claire, c'est que pour faire tourner nos services de santé au même niveau que l'année d'avant, c'est-à-dire que c'est pas un bon niveau, hein, c'est déjà un niveau où on est en difficulté depuis des années et où on prend pas, enfin il y a des gens dans les couloirs, et on les retrouve d'ailleurs, après la crise du Covid, on retrouve des gens dans les couloirs sur des pathologies normales, classiques je veux dire, qui n'ont pas de place dans l'hôpital parce qu'on a fermé trop de lits. Pour maintenir donc cet existant insuffisant, il faudrait augmenter d'un peu plus de 4% l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Voilà. Tous les ans. Là, on l'a augmenté de 2,3, c'est-à-dire qu'on nous demande encore de faire 800 millions d'euros d'économies, même si là, avec la crise, tout est un peu bouleversé, mais cet ondam n'a pas été révisé pour l'instant. Hein. Donc là encore, méfions-nous, parce que même s'il y a eu des collectifs budgétaires de déclencher, la logique générale reste encore la même. Et donc, nous, notre démarche, c'est de dire, faut au moins ça, parce qu'il n'est pas question d'en rabattre, et puis il faut rattraper. Et là, il nous faut un collectif de 10 milliards d'euros pour rattraper tout ce qu'on a perdu sur ces dernières années, pour rebâtir un service public de qualité, un hôpital public de qualité, et il faut régulièrement monter cet ondam pour permettre que les nouvelles technologies rentrent dans la vie des gens, les nouvelles façons de soigner rentrent dans la vie des gens. Alors, on a une question de Patrice qui dit, concrètement, on peut vous aider comment dans le mouvement des Gilets jaunes pour sauver les hôpitaux publics ? Mais moi, le mouvement des Gilets jaunes, je le vois pas en dehors de moi. Enfin, juste parce que c'est pas dans le mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'y ai participé, j'ai manifesté avec des Gilets jaunes. Et quand on s'est battu à l'hôpital de Creil contre la fermeture de la maternité, les Gilets jaunes étaient là. Et ils étaient partie prenante aux côtés du syndicat des salariés de ce mouvement qui visait à garder un service public essentiel pour notre bassin de vie, pour notre bassin de population. Et c'est ces convergences qu'il va falloir poursuivre. C'est pas, je crois qu'on n'est pas on n'est plus à cette question qui est gilet jaune et qui ne l'est pas. Je pense que les gilets jaunes ont réussi à remettre sur le devant de la scène tout un tas de choses qui étaient devenues inaudibles. Les syndicats moi j'en fais partie de la CGT, c'est pas un scoop, les syndicats ont parfaitement leur rôle là-dedans, et pas pour devenir les patrons de la lutte, mais pour l'amener en commun et y apporter des expertises, les débattre, parce que personne n'a la solution idéale, la vérité révélée. C'est une construction commune à égalité qui va devoir se faire. Donc là, les gilets jaunes, moi je les attends, mais je les attends pas, je les vois dans les luttes qu'on peut mener. Alors on a plus de facilité sur le plan syndical à déclencher des mouvements de grève, évidemment, hein, on peut poser des préavis, donc il y aura
des dates qui seront fixées plus par les intersyndicales. Les Gilets jaunes y auront leur place. Il y a des mobilisations qui seront fixées par les Gilets jaunes qui avaient plus cette capacité à faire leur manif le samedi. Je pense que nos syndicats doivent le plus possible participer à ça. Alors avec des traditions qui sont pas les mêmes, mais voilà, la vie s'est fait aussi pour changer de tradition parfois et puis réussir à faire converger tous ces mouvements. Moi, je le vois comme un mouvement populaire global. Je le vois pas avec les Gilets jaunes d'un côté, les Gilets rouges de l'autre, que sais-je encore. Alors, bon, on a fait le tour des annonces gouvernementales et des besoins de l'hôpital public et des luttes, même si on pourrait dire encore plein de choses. Est-ce qu'on peut aborder maintenant la question la question sanitaire, c'est-à-dire faire un point ensemble sur une semaine après le déconfinement, un premier point d'étape. Comment vous analysez les choses ? Après, c'est un déconfinement qui se fait à petits moyens, on l'avait dit. La première chose, quand même, qui est inadmissible, c'est cette histoire de masque. Dire, on est maintenant, on sait maintenant parfaitement que les masques sont déterminants dans la gestion de l'épidémie. De nombreux pays nous en ont fait la démonstration. Vous saviez, ça, Vas-y, reprends. Bon. Donc, il faudrait à un moment donné, comme ces masques sont utiles et sont efficaces. On a un problème de son. Bon, on reprend au début sur le déconfinement, donc. On a un problème de son, désolé. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, est-ce qu'on peut réessayer ? Réessayons. Alors. Donc, sur le déconfinement, il est fait à petits moyens. La première chose, ce serait la gratuité des masques. C'est une revendication qui est en train de monter et qui est bien naturelle. Ce sont des équipements de protection individuelle. Ça fait partie de la gestion d'une épidémie. Les remettre, là encore, sur une gestion libérale sur le marché et aux grands centres commerciaux avec des prix... honnêtement, il y a des gens qui se sucrent là-dessus. C'est pas possible de passer de 7 centimes le coût du masque à 60, voire jusqu'à 90 centimes le masque. Là, il y a des gens qui sont en train de profiter de cette épidémie pour faire de l'argent. Donc ça doit s'arrêter. L'État a la capacité à réquisitionner les stocks existants et à les mettre à disposition de la population. Ce serait la moindre des choses. Aujourd'hui, cette gestion est laissée aux collectivités locales qui font comme elles peuvent, avec des moyens très contraints, puisqu'on sait que les collectivités locales ont vu leurs moyens se réduire avec les dotations d'État qui se sont réduits ces dernières années. Donc, on est en train d'essayer de gérer à la petite semaine un problème qui devrait être, là encore, du rôle d'un État stratège fort. Et donc, la première chose, c'est ça, c'est cette aberration des masques, parce que, alors les gens le respectent plutôt bien. Beaucoup se sont procurés des masques. Sauf que, est-ce que ça durera dans le temps, puisque ils ont des masques, mais c'est one shot, c'est-à-dire qu'on a donné un masque dans la municipalité quand ça a été possible, où les gens ont acheté tout de suite des masques pour se déconfiner, sauf que les masques, ça se renouvelle, ça se lave, et il faudrait être capable d'entretenir cette logique de port du masque, d'un masque efficace, et pas d'un masque papier que les gens vont porter pour le principe et qui va durer pendant 3 semaines sans aucune efficacité, parce que ce sera le même et qui sera tout pourri, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Les gens ont acheté un masque, un simple masque, et puis ils le portent pour pas être en infraction, mais dans les transports par exemple, il est plus efficace. Donc il y a besoin là de porter fort cette revendication de gratuité des masques, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi de respecter ce confinement qu'on n'a plus. 2 personnes respectant les distances de sécurité avec les gestes barrières et des masques, on est quasiment sur l'équivalent d'un confinement. Donc, allons jusqu'au bout dans cette logique. Mettons à disposition ces outils indispensables. Ensuite, les tests, pour l'instant, on n'a pas complètement les retours, mais on est en dessous de l'objectif annoncé de 700 000. On savait qu'il serait pas respecté, il ne l'est pas. On est toujours en train de patiner avec, y compris des livraisons qui sont pas arrivées dans les hôpitaux. Donc voilà. Pour l'instant, après, qu'en ressort-il ? On n'a pas une recontamination massive.
C'est-à-dire qu'on n'a pas ce qu'on a vu au début de l'épidémie de Covid, des arrivées massives dans les hôpitaux de patients suspects ou positifs au Covid. Il y a des foyers épidémiques, j'ai plus le droit de dire cluster, je me suis fait allumer sur Facebook, des foyers épidémiques qui ont rejailli, nous en annonce 25, qui sont des foyers ponctuels en France, qui n'ont pas l'air pour l'instant de relancer l'épidémie. Mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. La saisonnalité dont on a parlé reste une hypothèse, on en saura plus au milieu de l'été. Et puis, pour l'instant, ça reste une épidémie en diminution, puisque un patient contamine moins d'un patient, d'un autre individu. Donc, ça veut dire qu'on baisse petit à petit. Est-ce qu'on restera à ça et on est sur une bonne dynamique, ou est-ce que ça va augmenter ? Parce que si les gens ne renouvellent pas leur masque, ils ne seront plus capables d'arrêter les grosses gouttelettes. Et puis, juste un petit détail, on en a parlé beaucoup, mais c'est ça qui va aussi nous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. L'incubation de ce virus, c'est 6-7 jours. Voilà, une semaine. Allez. Donc là, il y a possiblement des gens qui sont en train d'incuber le virus et on ne le sait pas. On le saura dans 10-15 jours, quand ils auront incubé leur virus, qu'ils auront fait leurs premiers signes. Enfin voilà, c'est à peu près ce niveau de temps qu'il nous faut pour savoir ce qui se passe. Donc, pour l'instant, c'est un peu tôt pour faire le bilan du déconfinement. On va le savoir dans une dizaine de jours. C'est-à-dire, il nous aura fallu une quinzaine de jours au total, un petit peu plus, pour voir si l'épidémie repart ou pas. On espère tous qu'elle va pas repartir. Moi, je trouve que la population joue beaucoup le jeu parce que, alors, je suis un peu sorti. En l'occurrence, les gens ont leur masque, font attention, ne se rapprochent pas, ne se regroupent pas. Alors, il y a quelques exceptions, mais c'est normal. Et puis, c'est compliqué aussi quand on sort d'un confinement comme ça, de pas être tenté d'aller vers l'autre. Mais globalement, c'est plutôt bien respecté. Une difficulté, on l'a vu, sur certaines lignes de métro qui sont bondées. Là, potentiellement, c'est quand même juste ingérable. Mais c'était déjà des lignes qui étaient ingérables avant. Les investissements n'ont pas été faits ces dernières années. On a toujours le problème. Donc voilà, on est sur des endroits où ça peut poser problème, mais globalement quelque chose de plus ou bien respecté et une vision qui sera exacte dans une dizaine de jours. Alors on a Pascal, mais aussi Marité qui nous demande un point sur les vaccins. Il n'y en a pas pour l'instant. Là, on est sur une recherche internationale de vaccins, de nombreuses compagnies de pharmaceutiques sont en train de chercher, de tester, d'essayer ces vaccins. Les plus avancés semblent être les Anglais. Voilà, on sait qu'entre la conception du vaccin, son essai, parce que voilà, on va pas faire n'importe quoi non plus. Crise, ça veut pas dire qu'on fait crise épidémique, ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi sur le plan du médicament. Il y aura naturellement les essais sur les différentes phases d'essai du vaccin qui prennent du temps. Et ça nous dit que le vaccin, ça pourrait être dans un an. Avant, ça paraît quand même un peu compliqué parce qu'on va pas non plus mettre un produit non sécure sur le marché. L'idée, c'est vraiment qu'on ait toute la sécurité avec ce vaccin, si tant est que on réussisse à le mettre plus rapidement. Ce serait gagner 2 mois, 3 mois, mais ce serait pas au-delà. Après, moi, ce qui m'a choqué, c'est la position de Sanofi, mais je suis pas le seul que ça a choqué, qui consistait à dire si nous trouvons le vaccin en premier, c'est les Américains qui l'auront parce qu'ils ont mis du pognon. Là encore, on est sur des logiques mais terribles. On est encore sur des logiques libérales de pognon, alors que ce vaccin, je dis pas que les Français devraient l'avoir en premier, je dis juste que il devrait être mis à disposition de l'ensemble de l'humanité, parce que c'est ça la logique. Je parle pas du journal, je parle des hommes. Donner suivant des critères collectifs qu'on doit déterminer. Où est-ce qu'il faut le donner en premier pour juguler l'épidémie? Où est-ce qu'on peut attendre un petit peu? Enfin voilà, c'est ces logiques-là qu'il faut défendre, pas des logiques de pognon. Et d'ailleurs, Sanofi, qui défend ces logiques, oublie quand même l'ensemble des subventions publiques, son financement par la sécurité sociale en France et l'ensemble des financements publics, y compris le crédit compétitivité emploi qui lui est donné chaque année par la France. Alors, une question toujours sur les vaccins. Si le virus évoluait, le vaccin qui pourrait être trouvé serait-il efficace ?
Pas forcément. C'est-à-dire que on peut, pour l'instant, là, les questions. Alors moi, je les entends, elles sont licites. Mais ce virus, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, il nous est arrivé en décembre. On n'a pas de recul sur ce virus. C'est-à-dire que on ne sait pas. C'est pour ça que je dis que la saisonnalité reste une hypothèse, parce que il va bien falloir la passer, la saison, pour voir s'il reste. En dehors de ça, il n'y a pas de moyen de le savoir. Ce serait une très bonne nouvelle. Mais ce serait sûrement pour le retrouver, ce virus, parce qu'il n'y a pas de raison, alors que la population n'est pas encore immunisée, entre 5 et 10%, nous dit-on, des gens immunisés au coronavirus, il n'y a pas de raison que ce virus ne recircule pas avec une population aussi faiblement immunisée. Et puis, sur les mutations du virus, là encore, pour l'instant, il semble relativement stable, c'est ce que nous disent les virologues. Mais il pourrait prendre une situation du virus de la grippe avec des mutations chaque année qui rendent le vaccin inopérant. Ça veut dire que là encore, il faudrait, après ce premier vaccin contre cette souche de coronavirus, faire la même chose que pour la grippe, c'est-à-dire aller chercher les émergences du virus pour trouver les vaccins sur les souches les plus probables. C'est pour ça que chaque année, le vaccin du virus de la grippe est modifié avec les souches les plus probables de l'épidémie à venir. Parfois, on est pile poil dessus et on arrive à arrêter la grippe. Parfois, le vaccin est peu ou moyennement efficace parce qu'on n'a pas trouvé la souche qui va finalement provoquer l'épidémie. Donc, on va être sur des situations identiques. Ça demande du coup un travail international sur le recueil des données du virus. En fait, c'est toutes les logiques qu'on a en France de réseau Sentinelle, qu'on devrait utiliser aussi là d'ailleurs pour cette épidémie, et sur le plan international du rôle de l'OMS qui devrait être renforcé à ce sujet. Alors Annie, toujours sur les vaccins, pose la question suivante. On entend que seul un vaccin vivant, comme celui de la polio, serait efficace. Est-ce vrai ? C'est pas, pour l'instant, on se dirige pas vers un vaccin vivant. On se dirige, c'est pas du tout ce qui est en route. Et puis là, non, ça peut être efficace un vaccin vivant, mais c'est pas ce vers quoi on est en train de se diriger. D'accord. Alors passons maintenant au scénario envisageable pour les semaines prochaines et les mois à venir. Quels sont les différents scénarios qu'on peut imaginer à ce jour ? Alors là, on rentre carrément dans la médecine fiction. J'ai évité d'en faire jusque-là. Non, sans rentrer dans la fiction, mais très pragmatiquement, c'est-à-dire si dans 3 semaines on se rend compte qu'il n'y a pas une explosion suite au déconfinement de cas de Covid-19, mais qu'au contraire c'est maintenu, qu'est-ce que ça veut dire et quelles seraient les conséquences ? Et si au contraire, dans 3 semaines, il y a une reprise de l'épidémie, quelles en seraient les conséquences, selon vous ? Au pire, on va faire au pire. Au pire, le Covid repart à peu près au niveau où on l'a connu en début d'épidémie et on est contraint à reconfiner. Voilà le pire. Il est peu probable. Quand on voit ce qui se passe autour de nous dans les pays qui ont déconfiné, ce cas est peu probable. Certains Länder allemands, je le disais la dernière fois, ont reconfiné quand même. Alors c'est du principe de précaution, je n'irai jamais leur jeter la pierre sur cette question-là, mais voilà, l'Allemagne a une gestion plus décentralisée que nous. Ils ont pris cette décision, elle est respectable. Pour l'instant, c'est pas le cas qui semble le plus probable. On a quand même appris de cette épidémie et si on a une vraie capacité à respecter les gestes barrières, le masquage qui devrait être établi, à mon sens, dans tout l'espace public, ce serait quand même le plus simple. Mais si on le fait, ça veut dire qu'on permet aux gens de pouvoir faire ça avec une distribution gratuite de masques. On va pouvoir, à mon sens, passer, je vais toujours dire à mon sens ou à mon avis, parce que là, je m'aventure dans un terrain qui est quand même hautement hypothétique. On devrait pouvoir passer cette histoire-là et ne pas reconfiner. Après, le virus va rester circulant. Bonne nouvelle, il y a une saisonnalité, on va pouvoir relâcher un petit peu les choses, mais ça risque de rebondir à l'automne. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas de saisonnalité.
eh ben ça veut dire que on va limiter encore les déplacements, y compris durant l'été. Simplement pour avoir ces éléments-là, il faudra encore multiplier la politique de test, savoir où on est. C'est encore beaucoup trop petit bras cette histoire-là. On ne teste pas suffisamment les gens pour se faire une idée de la stratégie qu'on va pouvoir entreprendre, et puis pour limiter le nombre de foyers épidémiques, voilà, j'ai repas dit cluster, qui pourraient apparaître. Alors sur les hypothèses à plus long terme, on parle d'un possible redémarrage de l'épidémie à l'automne, notamment à partir des grands cas d'épidémie du siècle passé, où visiblement il a été établi qu'il y a un redémarrage, une deuxième vague qui arrive quelques mois après. Oui, c'est une des hypothèses, sûrement la plus probable. Si on prend les modèles épidémiques du passé, en effet, c'est la plus probable. D'ailleurs, si on prend les modèles épidémiques du passé, la saisonnalité des virus ne s'inscrit souvent pas dans la première vague. Ça s'inscrit souvent plus tardivement. La première fois, voilà, ça circule. Donc, on peut prendre ce modèle. Ça reste un modèle. C'est-à-dire que on n'a pas de certitude, en fait. Simplement, pourquoi on réfléchit sur ces modèles? Parce que mieux vaut quand même les avoir en tête pour préparer potentiellement la suite des événements. C'est-à-dire que si cette épidémie redémarrait en automne, ce qui est un cas probable, il y a rien qui autorise à penser que ce ne serait pas le cas en fait. Avec une population faiblement immunisée, un virus nouveau, les modèles du passé, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Mais voilà, on n'en a pas encore la certitude. Mais par contre, on peut déjà se préparer, et c'est ce que je disais, augmenter massivement notre politique de test, permettre à tous d'avoir des masques en quantité suffisante pour pouvoir sortir à l'extérieur, se déplacer, avoir une vie quasi normale. Voilà, c'est tout ça qu'on peut mettre en place. Alors, peut-être une dernière chose sur le fait qu'aujourd'hui, les gestes barrières, le masque, la distanciation sociale sont primordiales. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi ? Alors déjà, c'est la distanciation physique. Pas sociale, parce que c'est toujours utilisé social, mais je pense qu'au contraire, il faut plus faire société dans cette période. Simplement, voilà, on sait que le contact, enfin, le mode de contamination, c'est par les muqueuses, c'est-à-dire les postillons, c'est porter. Les postillons qu'on peut recevoir, donc plus on se met loin, c'est sûr que si je suis à 1 kilomètre d'un porteur du virus, je vais pas le choper. Après, aujourd'hui, on est sur 1 mètre, 1 mètre 50. On m'avait posé la question, est-ce que ce serait pas plutôt 2 mètres, 3 mètres? Après, je disais, il n'y a jamais, à moins d'être à 1 kilomètre, de sécurité absolue. Simplement, maintenir 1 mètre à 1 mètre 50, c'est les grosses gouttelettes qui n'iront pas jusqu'aux autres. Alors après, il y a les aérosols. Quel est leur pouvoir contaminant? On ne sait pas exactement à quel niveau on est contaminé avec ça, mais en tout cas, ça n'a pas l'air quand même, en respectant ces mesures, on a l'air quand même d'être assez efficace. Après, c'est le portage. On se touche les mains, le visage, le nez. Il est évident que et on peut pas s'en empêcher, hein. Quoi qu'on pense, non, je mettrai pas mes mains sur mon masque, on le fait tout le temps. Et donc, ça veut dire qu'il faut se laver les mains très régulièrement. Alors, soit avec le fameux gel hydroalcoolique si on n'a pas de point d'eau, soit avec de l'eau et du savon. C'est un bon lavage de mains, c'est tout aussi efficace. Et puis, le plus difficile, je trouve, c'est les embrassades et les poignées de main, parce que c'est quand même ça. Enfin, on se retient tout le temps, hein. Moi, je sais pas comment vous le sentez, mais je serre la main, je tends la joue et je m'arrête parce que c'est tellement naturel que c'est quelque chose d'assez pénible en fait. C'est ce que je trouve le plus pénible finalement dans cette distanciation physique. Très bien, merci beaucoup pour ce point à nouveau assez complet et synthétique. On peut se donner rendez-vous d'ici une semaine à peu près pour refaire un point ensemble sur l'évolution des choses. Eh ben, on essaiera de faire ça. Merci beaucoup Loïc Penn et très bonne semaine à vous. À vous aussi, au revoir.